Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler donc de Mayotte qui traverse une situation très difficile après le passage du cyclone Chido. L'île a été fortement touchée, des milliers de personnes vivent sans eau, sans électricité et les secours s'organisent tant bien que mal pour répondre à l'urgence. On parlera aussi des dégâts matériels, des conditions de vie sur place et de l'arrivée des aides au compte-gouttes. En parallèle, on reviendra sur les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a mêlé à cette situation dramatique le sujet de l'immigration. Que pensent les habitants de Mayotte de ces propos? Pour en parler, nous serons en ligne avec des Mahorais ici sur le plateau et également là-bas à Mayotte. On parlera donc du quotidien, des attentes, des espoirs après cette catastrophe. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. On avait annoncé d'autres invités, Naïla et Camille, mais malheureusement, les conditions pour les joindre sont un peu plus compliquées, vous vous en doutez. Donc, on va être aujourd'hui avec donc Faridi Atoumane, délégué de Mayotte à Paris, et Rivo Malala, donc, qui est syndicaliste donc, FSU, syndicat d'enseignants. Donc bonjour messieurs d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Première question, j'aimerais savoir justement comment ça se passe actuellement pour vous là-bas à Mayotte. Bah écoutez, je pense que vous avez vu les images. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est comme si on a eu une bombe atomique. Tout a été rasé en 2-3 heures de temps. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. La communication et le réseau téléphonique et Internet d'ailleurs, quasi inexistant. Effectivement, on nous annonce, on nous parle d'envoi, d'aide, de bouteilles d'eau, de tout ça, mais on ne le voit pas encore sur le terrain. Peut-être que c'est encore en vol. Enfin, on m'a quand même des connaissances m'ont indiqué que c'est effectivement arrivé. Mais peut-être qu'on n'est pas encore dans la phase de distribution. Pourtant, les gens, ils ont faim, les gens ont soif. Ils ont fait la queue pour avoir de l'essence. Voilà, donc c'est assez inquiétant. On ne voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à sortir de cette situation-là. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est avoir de l'eau. L'urgence, c'est avoir de l'électricité. Mais on nous annonce, à chaque fois, on nous dit dans 48 heures, ça fait déjà depuis avant-hier qu'on nous annonce que dans 48 heures que ça va commencer à être résolu. Mais bon, voilà. Monsieur Atoumane, du coup, vous êtes délégué de Mayotte à Paris. Donc ici, j'imagine que ce que nous dit notre invité, c'est les échos que vous avez également de Mayotte. Et comment d'ici, vous aidez, vous arrivez à faire passer ce message-là auprès des autorités pour que les choses avancent? Alors tout d'abord, dire bonjour à mon ami Rivo. Salut. Et puis surtout avoir sans doute une pensée pour tous les sinistrés, transmettre également nos sincères condoléances par rapport aux personnes qui malheureusement sont décédées. Et encore, on ne sait pas encore quel est le chiffre. Parce que là, on parle de 24, mais on ne connaît pas le chiffre, mais on peut imaginer, de toute façon, ça a été dit, et si le président Macron a annoncé un deuil national, je ne pense pas que ça soit sur la base de 20 chiffres. Ouais, donc, soyons clairs là-dessus. Et puis, naturellement, au nom du département, transmettre vraiment des messages de soutien, de solidarité vis-à-vis de notre population. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, en tant que délégué de Mayotte à Paris, nous, on fait le pont entre le département et les services centraux ici, notamment les administrations centrales. Donc, il y a tout un travail. Il faut reconnaître une chose, c'est que, peut-être pas avant, mais là, avec ce phénomène dévastateur qui a pratiquement détruit Mayotte, il y a un élan de solidarité exceptionnel. Donc, déjà souligner le fait que le ministère des Outre-mer est à notre écoute. On travaille, j'ai un point régulier avec les conseillers du ministre qui a décidé de rester à demeure entre La Réunion et Mayotte. Donc, j'ai des points réguliers avec le conseiller pour faire remonter des informations.
Donc ça, il faut l'acter. Souligner la mobilisation, notamment de la région Île-de-France, avec Madame Valérie Pécresse, qui a d'ores et déjà annoncé une aide financière de 500 000 € et qui se tient prêt à envoyer des moyens logistiques, notamment des hôpitaux de campagne, pour accompagner les situations sur place, des purificateurs d'eau, et puis surtout à amener de l'expertise. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le territoire est dévasté. Il faut de nouveau remobiliser les situations pour reconstruire, aménager, assurer de l'assainissement, puisque malheureusement, ce qui nous guette dans les jours d'après, c'est les situations d'épidémie, avec tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, il faut un minimum de règles d'hygiène pour éviter de tomber dans une catastrophe en plus de cette crise. Derrière, nous avons également le soutien de la mairie de Paris, puisque Madame Hidalgo a pris contact directement avec le président du département pour lui assurer de son soutien. Tout cela par rapport à quoi? Parce qu'il faut se dire une chose, il faut avoir aussi une vision périphérique. Ouais. Nous avons des Mahorais qui sont ici en Hexagone, dont certaines personnes étaient en transit. Le fait d'avoir fermé les vols commerciaux, ces personnes vont se retrouver sur le quai ici, sans solution. Donc on travaille dans ce sens. Nous avons également, pour nous ici, ça il faut le savoir, des cohortes entières d'étudiants. Chaque année, Mayotte envoie plus de 3 000 à 4 000 jeunes qui viennent poursuivre des études supérieures. Ces jeunes, aujourd'hui, sont démunis. Ils n'ont pas de nouvelles de leur famille, au même titre que beaucoup d'entre nous. Ils ne savent pas s'ils sont en vie ou pas. Et puis surtout, il est prévu pour certains de pouvoir rentrer. Il ne faut pas oublier une chose, que nous sommes là dans la période de fête de fin d'année. Exactement. Certains de ces jeunes envisageaient d'aller retrouver leur famille pour passer les vacances avec eux. Ils vont se retrouver ici. Donc, moi, je tiens quand même à souligner vraiment cette grande mobilisation, cet élan de solidarité que nous sentons, que nous vivons de la part de l'ensemble de nos compatriotes de l'Hexagone, des Outre-mer, voire même de l'international. Puisque au moment où je vous parle, je reçois des messages de soutien, mais qui sont vraiment des messages concrets. On vous propose un lieu pour pouvoir stocker des denrées et du matériel aux besoins. On vous propose, nous avons une liste déjà de soignants qui sont prêts dès que ça sera possible à intervenir sur Mayotte. Donc voilà, moi cette partie-là est très importante à souligner parce que effectivement la situation est rarissime. Quand on entend Rivo Malala, on a le sentiment que pour l'instant, lui, il ne sent pas encore ça. C'est-à-dire que concrètement, dans les faits, comment ça se fait que sur place, on n'a pas encore ce sentiment qu'il y a une forte aide internationale ou nationale, pour le coup, qui est mise en place. Effectivement, c'était il y a 5 jours, mais pourquoi ça ne va pas, entre guillemets, plus vite pour que ça arrive directement à eux? D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'hexagone de Mayotte, c'est 10 000 kilomètres. Ouais. D'accord. On a déjà, faut se mettre dans l'idée, se représenter cette situation. Après, derrière, c'est vrai que l'acheminement se fait depuis la Réunion vers Mayotte, mais il ne faut pas oublier toute la complexité de tout ce que, par rapport à cette destruction, oui. Les connexions des routes, il n'y a pas de possibilité pour que les véhicules circulent. Il n'y a pas de connexion téléphonique. La plupart des gens ne peuvent pas se parler. Et effectivement, il y a un ressenti. Il ne faut pas oublier, le cyclone a eu lieu samedi. D'accord? Nous sommes quand aujourd'hui? Ouais, on est mercredi. Voilà. Donc, effectivement, le temps de se dépasser de ces 10 000 kilomètres pour acheminer du fret, sachant que même la Croix-Rouge, qui avait un lieu dédié pour accueillir du fret, qui avait déjà du fret dedans, le hangar a été complètement, partiellement détruit par Chido. Derrière, une bonne partie des personnels de la Croix-Rouge disparu pour l'instant. Donc, faut se mettre d'accord qu'effectivement, c'est lent, mais c'est normal. La situation telle qu'on voit les images, on n'a pas encore été sur place, mais telle qu'on voit les images, il va y avoir du temps avant que l'acheminement se fasse dans les meilleures conditions. Rivo Malala, à défaut d'avoir tout de suite l'aide, on vient de comprendre, va mettre un peu plus de temps à arriver de manière concrète pour vous. Est-ce que entre vous, les habitants, les Mahorais sur l'île, il y a une solidarité qui s'est créée? Comment la population s'organise? La population s'organise notamment pour déblayer les tôles, les arbres et tout ça, qui sont par terre et les range dans des coins. Mais effectivement, comme peut-être accepter une chose, tout le monde, que ce soit la population, que ce soit les autorités, tout le monde
sous-estimé ce qui allait arriver, si bien qu'on peut parler d'un problème d'anticipation. Je pense que, effectivement, et ça se comprend, parce que ces 30 ou 40 dernières années, il n'y a pas eu de cyclone, donc on n'a même pas l'expérience, on n'a même pas le vécu de ce phénomène, en tout cas la mémoire. Et effectivement, donc on s'est mal préparé, mais je pense que sous d'autres cieux, il y a eu des phénomènes analogues et qui ceux-là, ils savent déjà comment se préparer, anticiper toutes les difficultés et effectivement éviter à ce que euh, les secours mettent autant de temps à se faire, ne serait-ce que sentir. Comprenez? Euh, Ici, on s'organise tant bien que mal. Je vois que les gens ils sont solidaires, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, on a faim, on a soif, et que comme ça dure, ça perdure, ça tend, ça se tend, je veux dire. Ouais. Ajouter à cela les phénomènes de pillage, hein? Déjà l'insécurité qui était déjà, c'était une maladie chronique, on va dire, mais pillage qui s'accentue. Et effectivement, ben là, les gens commencent à être sur les nerfs. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas les réactions. On ne sent pas les réactions. Et on peut nous dire de comprendre que ça peut prendre du temps, mais il faut comprendre qu'en face, il y a des gens qui impatientent, qui ont faim, qui ont soif. Voilà, donc il y a tout ça qui s'entremêle et on ne peut pas demander encore plus à la population. Il y a des responsables qui doivent démontrer qu'ils sont véritablement des responsables. Donc vous attendez concrètement des actions précises et concrètes de la part du gouvernement, de l'État et des autorités locales? Bah, comme je vous l'ai dit, je vais pas encore me répéter, mais assez de trucs Oui, importants, enfin deux ou trois trucs l'eau importants. par exemple. Importants. L'eau, l'électricité, se nourrir, soigner les blessés, parce que beaucoup de blessés n'ont pas été jusqu'à l'hôpital se déclarer. Un coup de raflure, on va dire, une raflure de tôle, il y a des gens qui ferment les yeux, qui se mettent un petit bout de bandage, hein, et voilà. Mais il y a beaucoup de blessés et ils essaient de supporter ça parce qu'ils savent que l'hôpital est débordé, hein. Mais voilà, pour apaiser tout cela, il faut des réactions. Alors, on entend bien l'élan de solidarité nationale, régionale, internationale, mais les gens ont faim. Et de Ouais. toute façon, cette solidarité-là qui s'organise ne va pas arriver aujourd'hui, hein. On veut commencer, d'ailleurs, les gens, ils ont commencé à reconstruire, et encore dans quelles conditions, mais ils reconstruisent, mais il faut avoir de la force pour taper sur le marteau, quoi, pour tenir le marteau, taper sur les clous, remettre les charpentes, vous comprenez? Donc, Complètement. voilà, il y a tout ça qui est là et qui fait que, ben, on risque d'arriver dans une situation encore plus grave alors qu'on est déjà à terre. Vous avez justement, la situation est grave. Est-ce que vous avez entendu les propos de Bruno Retailleau justement sur Mayotte et l'immigration? Je vous propose de l'écouter. On en parle tous ensemble juste après. Je veux, moi, qu'on légifère sur l'immigration parce qu'on a besoin de régler des problèmes pratiques. Et tous ces bien-pensants à gauche, tous ces bien-pensants à gauche et ailleurs d'ailleurs que j'entends depuis hier, eh bien, je souhaite qu'ils aillent au contact des Mahorais. C'est très facile à Paris, vous voyez, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, ou dans les médias, de proférer un certain nombre d'oukases vis-à-vis de telle ou telle position. Moi, je veux régler le problème. Il n'y a aucune société au monde, vous m'entendez bien, là-bas, la population, à majorité, elle est musulmane. Voilà. La peau, elle est brune. Voilà. Ce sont des gens, des Français, je ne connais pas de territoire de France aussi attaché à la mère patrie, à la France, que Mayotte, que ce soit dit. Mais qu'ils aillent au contact de ces élus,
au contact de la population, ils leur diront que c'est impossible. C'est comme si en France, on avait à peu près 20 millions de clandestins. Est-ce qu'une société, laissez-moi terminer, est-ce qu'une société peut vivre dans la concorde civile avec un tel déséquilibre démographique? Eh bien, je dis non. Faridi Atouman, je vous demanderai votre avis juste après, mais d'abord, je voudrais avoir celui de Rivo Malala. Justement, est-ce que les propos là, de Bruno Retailleau correspondent à ce que vous vivez actuellement, ou est-ce qu'il est à côté de la réalité de l'instant? Alors, d'abord, dire que ici, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de télé, donc on ne l'a pas entendu. D'accord. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'il était venu parce qu'il est arrivé à 10h, il est reparti l'après-midi. Donc voilà, il y a une chose. La question de l'immigration, depuis ma naissance, j'entends parler de ce problème. J'ai l'impression que soit on ne veut pas le régler, soit on n'arrive pas à le régler, soit voilà. Mais ça a augmenté de façon exponentielle et le problème est là. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Je l'ai dit, les gens, ils ont faim, ils ont soif. Et tout le monde a été touché. Celui qui est en situation irrégulière, tout comme l'autre qui ne l'est pas et qui est dans des maisons en dur. Il y a des problèmes à régler et qui sont aujourd'hui urgents. C'est malheureux quand même de parler de cela aujourd'hui de la part du ministère de l'Intérieur, mais encore une fois, la question de l'immigration ne date pas d'aujourd'hui et peut-être que l'État n'a pas fait son travail jusqu'à ce jour et peut-être que c'est aussi une responsabilité de l'État, en tout cas la protection des frontières. Comprenez? Oui. Il y a un contexte qui est là et on doit, comment vais-je dire, on doit composer ou gérer, vivre avec. Et voilà, mais aujourd'hui, le problème n'est pas là. Hein. Le problème, c'est de pouvoir manger, se nourrir, boire de l'eau, se doucher. Voilà. Faridi Atouman, justement, comment cette réaction, en tout cas cette déclaration de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, vous l'avez trouvée? Est-ce qu'elle est à côté de l'instant qu'on est en train de vivre, ou est-ce que voilà, il profite de son obsession sur l'immigration et de la placer là, à ce moment-là, de l'histoire de Mayotte? C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un autre moment que celui-là. Alors, contrairement à mon ami Rivo, effectivement, nous, on a la télé, on a vu les images, on a entendu. Maintenant, comme il le dit également, aujourd'hui, la réalité, c'est la situation des personnes qui sont vraiment en difficulté, qui ont besoin d'eau. C'est ce qu'on appelle, dans l'échelle de Maslow, les besoins vitaux. Se nourrir, manger et boire. Ça, c'est notre réalité aujourd'hui à Mayotte. Donc, si vous me permettez d'enlever ma casquette de délégué de Mayotte, de dire tout simplement que c'est un problème de la France. La France discute aussi bien avec Azali comme ils savent que Mayotte, c'est un département. Donc, je pense qu'ils ont largement les moyens de régler ce problème. Ça fait des années que l'on connaît le phénomène, ça fait des années que nous avons des annonces qui vont dans tous les sens pour essayer effectivement de juguler cette immigration. On sait que les solutions sont en face. On sait y faire. La France est quand même un grand pays avec des moyens colossaux. C'est pas un petit bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte qui peut devenir vraiment un problème pour eux. Donc, moi, je pense que surtout, il y a un problème de volonté de régler. Au même titre, et là, je sors de mon rôle de délégué de Mayotte, puisque j'ai eu cette chance de travailler pendant 10 ans au ministère des Outre-mer. Il faut à un moment donné qu'on impulse les choses. Il faut une vraie volonté politique pour accompagner Mayotte et je dirais même l'ensemble des territoires ultramarins. On a tous vu que lorsque Notre-Dame de Paris a subi ce qui s'est passé, en 3 ans, on a célébré récemment la réouverture. Quand il a fallu préparer les Jeux Olympiques de Paris, l'État sait y faire. Nous avons les savoir-faire. Donc, sans doute, comme je rebondis sur ce que disait mon ami Rivo, si on avait mis en place les infrastructures, les fondations nécessaires à Mayotte, l'ampleur de ce cyclone n'aurait pas fait autant de dégâts. Donc, pour répondre clairement à votre question,
Moi, je pense que c'est la France qui peut gérer cette situation entre les Comores et Mayotte. Et justement, on peut se demander parfois comment l'État français, ou en tout cas les hommes politiques perçoivent Mayotte, et notamment François Bayrou, que je vous invite à regarder, hier à l'Assemblée nationale. Il rappelait que Pau était la France, comme si Mayotte n'était pas la France. On regarde et on en parle juste après. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Même sur cette action-là, réaction rapide, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, François Bayrou, qui finalement préfère Pau, entre guillemets, à Mayotte, à ce moment-là précis, je répète, de l'histoire de Mayotte, est-ce que c'est quand même significatif de la manière dont est perçu, malgré tout, votre département ? Effectivement, on pourrait se poser cette question. Après, vous savez, actuellement, nous sommes dans une espèce de no man's land. Monsieur Bayrou vient d'être nommé Premier ministre. On n'a pas réellement de gouvernement, même si dans cette phase où nous avons des situations d'urgence, donc effectivement, il y a un accompagnement. Donc, moi, je lui laisse quand même le bénéfice du doute, parce qu'il vient d'arriver, il n'a pas encore une équipe, et sans doute, il se devait peut-être d'aller faire un tour dans sa commune, parce que ça reste avant tout un élu. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. Et puis, si vous me permettez cette expression, comme disait Bob Marley, le temps nous le dira. D'accord. Rivo Malala, juste rapidement, sur cette action du Premier ministre François Bayrou, de préférer, entre guillemets, aller à Pau plutôt que d'aller à Mayotte, par exemple, et même dans la manière dont il peut en parler. Comment, sur place, je ne sais pas si vous aviez eu écho de ça à ce moment-là, mais à l'heure actuelle, comment vous comprenez cette action, on va dire, de François Bayrou ? Comment ? Je pense que c'est une bourde. C'est une bourde, et puis on passe à autre chose. Mais ça augure un peu la suite, la reconstruction. Je veux dire que moi, j'espère, personnellement, j'espère que ça va être... on va tirer les leçons de nos erreurs. Le gouvernement, l'État français va tirer les erreurs les leçons de ces erreurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès le lendemain du passage du cyclone, se remettent en place les casantoles. Vous comprenez ? Ouais. On a laissé ces trucs-là se proliférer. On a laissé des gens habiter dans des taudis, alors qu'on savait que c'était dangereux. On a fait des écoles, on a construit des écoles qui ne respectent pas les normes, déjà en quantité insuffisante, mais qui ne respectent pas les normes. J'espère que dans la phase de reconstruction qui va s'écrire là, j'espère qu'on va commencer à faire quelque chose qui relève effectivement d'un territoire français. Mais effectivement, ces genres de réactions, ces erreurs, laissent penser qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, malheureusement. Merci beaucoup à vous, et comme vous, j'espère aussi qu'enfin Mayotte sera traitée après ça comme un vrai département français. Donc merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous et de nous avoir apporté votre témoignage et vos réactions sur cette actualité. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est Vous. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui fait en sorte que l'on puisse faire ce programme tous les jours. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Donc si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46.